Il y a vraiment des gens qui se mettent dans des troubles financiers juste parce qu'ils veulent leur maison de rêve trop tôt. On a failli passer par là. Ça crée une super grosse chicane là, puis on vous dit tout ça aujourd'hui. Bonjour et bienvenue sur le podcast Couple Imo. Je m'appelle Aldric et je suis avec mon épouse Jenny. Bonjour tout le monde. C'est pas une histoire dont je suis vraiment fière. Tu devrais pas. Mais ça a vraiment eu un gros impact dans notre couple. Puis je pense que c'est le moment de le partager. Puis en plus, de plus en plus... On est à l'aise à le partager. Oui, c'est ça. Exact. On en a parlé puis on a dit qu'on va partager. Vas-y, explique l'histoire, Aldric. Wow. je suis balancé comme ça. Ben en fait, ça remonte à combien de temps à peu près 4 ans, je pense. Oui, environ 4 ans. C'était pas loin... Après la pandémie. Après la pandémie, Après pas loin de notre notre mariage et tout. On avait déjà fait un premier investissement, mais là, on se disait, vu qu'on était locataire, qu'on voulait déménager et avoir notre premier bien immobilier. Où on habite dans cette maison, puis on est bien. Pas un investissement. Ben, un style d'investissement. Quand parce même. que c'était un duplex. Hein. C'est ça, c'est un duplex. C'est ça. Puis, honnêtement, c'était assez complexe. Parce que vous vous rappelez, pendant la pandémie, les taux étaient vraiment bas. Les taux hypothécaires étaient vraiment bas. Puis, petit à petit, à cause de l'inflation, les choses ont commencé à monter graduellement. Et en fait, nous, c'est à cette période-là qu'on s'est dit, c'est le moment de déménager, exact, on veut l'espace. Et tout le ça. bon moment, exact. Donc, on regarde différents plex et tout, différents petits plex, donc duplex, triplex. Et on est tombé sur une maison... Une maison magnifique. Mais magnifique. Okay, il y avait du potentiel. Ouais, c'était vraiment beau. C'était une belle maison. Il y avait un beau jardin, un grand jardin. Quelque chose que je veux vraiment, c'est une grande cour. Je voulais vraiment, maintenant ça a changé, mais je voulais vraiment je veux une grande cour en Guadeloupe, pas au Canada, avec l'hiver. Donc, je voulais vraiment une grande cour, puis en plus, il y avait une terrasse. C'était dans un très beau quartier. Ouais, donc, très beau quartier, proche de Montréal. C'est pas à Montréal. Ouais, c'était à Longueuil. On s'est toujours dit, en tout cas, mon père m'a toujours dit que c'est mieux d'acheter la pire maison dans un beau quartier que la plus belle maison dans un mauvais quartier. Donc, c'était un très beau quartier. Ça faisait même... Mais c'était pas forcément la plus belle. Non, c'était pas la plus belle maison. mais elle avait vraiment beaucoup de potentiel parce qu'on pouvait faire un rooftop. Rooftop. Ouais. Puis c'était un duplex, donc il y avait un autre locataire, un très grand jardin. On se voyait déjà peut-être mettre une piscine et tout. Faire comme un espace de vie avec le cabanon, avec vraiment l'espace vraiment bien. En plus, c'était dans un coin. C'était pas un quartier très achalandé. C'était vraiment, je trouve, à notre image de ce qu'on voulait vraiment. Ouais. Et là, on a visité, on a vu que c'était on a fait une promesse d'achat, on a fait des visites. Ouais. On n'est pas allé jusqu'à l'inspection. Non, on n'est pas allé jusqu'à l'inspection. Donc, on a fait une première visite. Exact. Mais avant ça, on a fait une première visite. Et je pense, est-ce qu'on a fait 2 visites? On a fait 2 visites. Deux visites. Ouais. Oui, on a fait 2 visites. Je sais pas pourquoi. Parce que je pense que c'était pendant la pandémie puis qu'on pouvait pas tout visiter. Je sais pas. Ouais. Mais mon père est arrivé, il a visité la maison. Il a dit que vous valez mieux que ça. Je dis, mais déjà, c'est nous, on aime. C'est nous qui allons faire ce choix. Les parents. C'est nous qui allons acheter cette maison. On l'aime. On se voit vivre dans cette maison. C'était vraiment bien. Et il nous dit ça. Là, on était un petit peu choqués parce qu'il a plus d'expérience que nous. Il a acheté plus de maisons. Oui, parce qu'à la base, il a une agence immobilière. Il connaît très bien les maisons. Il a vendu beaucoup de maisons. Il a acheté beaucoup de maisons. Donc, c'est ça. Il faut dire aussi que cette maison-là, c'était le seul problème que même moi, je trouvais, c'était que c'était pas en briques. C'était une maison en canélex. Oui, au canélex. Donc, on a commencé à chercher c'est quoi du canélex. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est surtout en hiver? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est bien isolé? Est-ce que ça va changer quelque chose et tout? Est-ce que ça va prendre la valeur ou on perd la valeur? Est-ce qu'il faut faire un autre revêtement aussi? C'est ça, on a pensé. En fait, bref, on a pensé à beaucoup de choses. Et je pense que ce qui a refroidi nos parents, tes parents surtout, c'était que c'était pas en briques. Puis en fait la maison, et ça c'est un des critères, maintenant que je suis courtier je regarde un peu plus, c'est quelle est la largeur de la maison. Puis ça reflétait pas en fait les standards d'une maison qui prend de la valeur parce qu'elle était trop étroite. Exact. Donc ça n'aidait pas en fait. Certes, il y avait on voyait c'est sûr que quand on voit une maison qui nous plaît, il y a beaucoup de choses qu'on ne voit plus, oublie et tout, qu'on oublie, on voit plus et tout. Puis nous on n'était pas... Au début, on s'en foutait un peu, là, réellement. On s'est dit, c'est pas grave. On a un rooftop, on a une grande cour. Exact, on est dans un beau quartier. Et en plus, on était proche d'une église qu'on aime beaucoup. Donc, on était vraiment, vraiment comme enjoués à acheter cette maison. Mais tellement que nous, on aimait cette maison, juste pour montrer à quel point mon père aimait pas cette maison.
Puis peut-être que les gens vont trouver la maison, on sait jamais. Il appelait la maison la boîte grise. Parce que c'était vraiment comme un carré gris. Ouais, mais ça faisait un style maison, on s'est dit, ça fait maison moderne. Exact, une maison d'architecte et tout, mais pas réellement, en fait. C'est juste que, je pense qu'ils ont juste fait en fait, c'était une maison style Tetris, genre, c'est comme, ou Minecraft, je sais pas, c'était une maison vraiment carrée avec, bref. On s'est dit, ça fait maison moderne. On s'est créé tout un truc. Sauf que, ce qui s'est passé, c'est que, ok, tout ça, ça nous plaît. On va au niveau des chiffres. La maison, elle était, ben pour l'époque, je trouve que c'était relativement cher. C'était un duplex aux alentours de 100 000 et plus, là. Puis, c'est un duplex. Donc, on se disait, de toute façon, on va avoir un revenu, on va pouvoir payer. Mais quand on regardait les échéances en même temps que les taux hypothécaires qui montaient, ça revenait quand même à un certain montant. Comme facile, 3 000 $ par mois de nos poches. Sans compte, parce que le locataire, ça faisait longtemps qu'il était là. Il avait un tout petit loyer. Exact. Et au Québec, en fait, on hérite de nos locataires et je pense pas qu'il comptait partir. Non, il était bien, il était très bien, en fait. Ouais. Elle était dans le plus gros logement, elle était vraiment bien. Ouais. Fait on s'est dit... Moi, je me suis dit, c'est pas grave, OK? Puis, ouais, toi, tu t'es dit ça. Moi, mon côté logique est revenu. Puis, je me suis dit... Attends, est-ce que je suis en train d'acheter une boîte grise au-dessus de mes moyens? Mais la banque pouvait nous financer, tout était bien. En fait, je me suis dit, on doit comme foncer. Mais en plus, c'est moi qui ai la courtière hypothécaire. Hein. Mais j'étais pas encore courtière dans ce temps-là. Non, t'étais pas. Et j'étais pas courtier immobilier non plus. Mais je me suis dit, mais c'est pas si grave que ça. En fait, on est capable, si on se met à fond. De toute façon, les échéances, ça va baisser dans le futur. C'est pas si grave. De toute façon, il faut qu'on prenne nos responsabilités. Il faut qu'on paye vraiment. C'est le prix de la maison. On va se serrer la ceinture. On va se serrer la ceinture. Je vais faire à manger à la maison. Il n'y a pas de problème. On ira à mon restaurant. Surtout, et les boîtes Amazon, après. Je vais faire moins d'achats. J'avais tout préparé. Je m'étais dit, c'est pas grave. Ouais. Et là, Audric, il parle à mon père. Il demande son avis. Il réfléchit. Et là, à mon avis, il réfléchit trop. Un peu trop. Je me dis, mais non, c'est pas grave. T'inquiète pas. Comme on a un revenu stable. On est bien. On est capable de payer. C'est pas grave. Dans ma tête, c'était, faut arrêter d'avoir peur. Il faut foncer. Moi, pour vrai, quand il m'a dit ça, j'étais triste. J'étais vraiment triste. Quand j'ai dit que t'as dit non, finalement, on n'achète pas. Oui, mais il faut que dans le couple, là, il faut qu'il y en ait un qui soit réaliste et qui mette les choses à plat. J'ai pas pleuré. Je sais pas, mais c'était tout un problème, ce truc. Je pense que c'était l'une des disputes les plus sévères. Je sais pas si vous avez... Les plus émotionnelles, je pense, parce que je me disais, mais tu crois pas en nos rêves? Vraiment, tu veux qu'on reste là où on est toute notre vie? Une petite maison. Vous vous rendez compte? Mais parce que... Qui aurait pu nous mettre dans un trouble financier. Aujourd'hui, en regardant, je pense que... Avec la maturité, en étant courtier hypothécaire. En étant courtier hypothécaire, puis comme je vois cette réflexion du côté de certains de mes clients, c'est, tu sais, des fois, je me dis, là, je suis vraiment capable de me dire, ouais, Jenny, on allait se mettre dans un trouble financier et on allait être capable de le payer 1 mois, 2 mois, 3 mois. Même, je pense qu'on serait capable de payer tout le temps. C'est pas ça. Mais on aurait pu vécu. On n'aurait pas pu voyager autant qu'on veut. Je pense que je serais encore dans mon emploi. Ton 9 à 5? Mon 9 à 5 qui me stressait quand même vraiment beaucoup. Je pense qu'on n'aurait pas pu quitter. J'aurais pas pu devenir courtier hypothécaire. En fait, j'aurais pas pu avoir une possibilité de profiter de la vie. Oui, profiter de la vie, mais surtout de fluctuation de revenus. Tu vois, là, si 1 mois, j'ai rien, ça va. 2 mois, ça va. Mais si j'ai une hypothèque, là, ça fait 2 mois comment dirais-je? À ne pas être capable de payer. Ah, donc, ok, d'accord. Oui, je dois 6 000 parce que c'est 3 000 par mois. On ne pouvait pas le faire à ce stade-ci. Exact, c'est ça. Même non, si ça aurait été avant, compliqué. on disait que oui. Moi, je pensais vraiment, quand j'étais comme catégorique là-dessus, c'était parce que je me disais... En fait, je sais pas si vous faites ça aussi, je vois toujours le pire scénario. Je suis toujours pessimiste et je regarde mon niveau de risque. Ok, je suis un peu trop logique, mais c'est vraiment comme ça que je réfléchis. Et quand j'ai vu les pires scénarios, avec le potentiel de pire scénario, justement, qui était trop élevé pour moi, je me suis dit, non, je pense pas que c'est une bonne idée. Certes, c'était une très belle maison. On la voit en plus quand on va à l'église, etc. Puis, non. Je pense qu'aujourd'hui, tu vas dire devant la caméra, c'est cool. Audric avait raison. Audric, tu avais raison. Oh, wow!
Vous pouvez applaudir dans les... Je ne vais pas les dire deux fois. Mais sincèrement, à y repenser, je me dis, je le vois. Pour vrai, c'est pas parce que la banque te dit que tu peux acheter un certain montant que tu veux aller jusqu'à ce montant-là, parce que la banque te dit ce que ton salaire te permet de payer, mais c'est pas ce que tu veux absolument payer. Et tu sais que cette hypothèque-là, tu vas l'avoir pendant minimum 3 ans, 3 à 5 ans, et tu vas le renouveler. Sinon, il y a tellement de personnes qui perdent leur maison à cause qu'ils pensaient qu'ils pouvaient payer. Puis ça, c'est pas quelque chose que je veux qui nous arrive. Et je le vois. Il y a des clients qui veulent vraiment, vraiment aller au maximum. Mais je me dis, mais est-ce que tu as vu c'est quoi les mensualités que tu vas devoir payer après? Et c'est pas seulement ça, il y a toutes les autres dépenses qui viennent avec. Donc, c'est pas parce que ton salaire te le permet qu'il faut que tu le fasses. Et je sais que c'est difficile à l'admettre parce que pour de vrai, j'aimais cette maison. Mais il y a tellement d'autres maisons. Puis aujourd'hui, je me dis, c'est même pas la maison de mes rêves, disons. Mais c'est juste parce que je voulais ce standard de vie, en fait. Je voulais ma maison, je voulais... Fait c'est ça. Ouais, non, mais c'est sûr. Puis justement, toi, avec le recul, maintenant que tu es courtier hypothécaire, je sais que tu dois voir des choses et les erreurs que les gens font. C'est vraiment, comme tu dis, c'est voir peut-être une maison qui est trop chère pour eux et ça ne correspond pas à leur budget. Donc, en fait, ils explosent leur budget à cause d'une maison. C'est ça, puis c'est vraiment le ratio le plus collé. En fait, c'est un pet de plus, désolé de le dire comme ça. La personne est obligée de rentrer dans sa carte de crédit pour aller payer ou sa marge de crédit pour aller payer. Elle va vivre à crédit, en fait. Oui, tu vas être capable de payer parce que tu as trouvé de l'argent par-ci, par-là, mais à quel prix? À quel prix tu as cette maison pour qu'après, on voit souvent on entend souvent parler de ça, que les gens, on dit souvent ça des médecins ou des gens qui ont un très gros salaire. Ils prennent une très grosse maison, puis maintenant, ils sont obligés d'aller travailler, puis là, ils profitent même pas de leur maison. Combien de fois... Des fois, on s'amuse à juste aller marcher dans des beaux quartiers, en été et tout, et là, on voit les maisons, mais on dit, toutes les lumières sont fermées, il y a personne... Elles sont éteintes. Et il y a personne qui profite de ça. C'est pas comme si c'est une journée comme ça, on repasse, on voit jamais personne dans la maison. Tout est fermé. Tu te dis, mais est-ce que tu profites un peu de ta maison? Non, parce que tu l'as payé tellement cher que tu dois... Désolée, je peux en parler pendant longtemps parce que souvent, on parle des infirmières. Surtout ceux qui ont la possibilité de faire du temps supplémentaire. Okay? On va te qualifier sur ton salaire avec ton temps supplémentaire parce que ça fait des années que tu fais du temps supplémentaire. Mais là, tu es obligé de faire du temps supplémentaire pour payer la maison que tu viens de t'acheter. Donc, tu viens de te forcer à travailler plus. Donc, parce que ton salaire de base ne te permettrait pas de payer tes échéances. Donc, c'est très important. Et ça, c'est très important ce que tu dis. C'est la banque va regarder selon tes revenus. Ta qualification. Je ne sais pas si je l'ai bien dit. Ils vont te qualifier par rapport à tes revenus, en réalité. Donc, ça veut dire que si tu as fait du temps supplémentaire durant l'année ou les 2 dernières années, ou je sais pas, ben, ils vont te qualifier là-dessus. Donc, ils vont considérer que tu peux... Ça veut dire que tu vas continuer à travailler faire des temps supplémentaires. Pour pouvoir payer, en fait, ton bien, ta maison de rêve, que... En fait, au final, tu peux pas vivre vraiment là-dedans parce que tu vas juste dormir dans ta maison de rêve. Exact. Okay. Et ça, c'est sûr, en tout cas. C'est nul. Mais ouais, non, c'est sûr. Puis, c'est sûr aussi qu'on ne prend pas en considération parce qu'on a aussi des gens autour de nous qui font ça. C'est qu'ils ont par exemple une épargne ou quoi que ce soit, puis pour la mise de fonds ou l'apport, ils vont utiliser tout leur fonds d'urgence, etc. et tout. Ils vont faire ils vont prendre des marges de crédit, etc. pour pouvoir mettre dans la mise de fonds. Mais en fait, tu te mets dans un trou parce que s'il y a un pet dans la maison que tu viens d'acheter, parce que souvent, on n'achète pas forcément une maison neuve. Et même si c'était une maison neuve, il y a toujours quelque chose. En tant que courtier, je vous dis que les maisons neuves sont pas forcément les meilleures non plus. Tu peux te retrouver avec des bris au niveau de la maison et t'as plus rien. Donc, en fait, t'es au coup parce que justement, t'as fait des temps supplémentaires pour pouvoir te permettre une maison. Mais en plus, tu as toute ton épargne, etc. Tu l'as mis dans ta mise de fonds, puis là, tu te retrouves dans un gros problème. Dans un gros problème, pour pas dire autre chose. Puis, exact. Puis, c'est vraiment, je pense que c'est quand tu es dans un trou financier que tu dis plus jamais. Comme nous, on a vécu certaines choses comme ça, en fait. Même, c'est plus côté investissement. Quand, exemple, là, tu as des vacances locatives, tu es responsable de ton prêt hypothécaire. Donc, les vacances locatives, c'est quand le locataire est plus là. Oui. Donc, en gros, ton appartement est vide. Donc, tu dois assumer, en fait, l'hypothèque et le loyer, en fait, que le locataire ne paye pas. Parce que nous, pendant des mois, on devait assumer... Ça, c'était sur un autre projet. Oui, mais je pense que c'est ça qui
parce que ça m'a montré que oui, on aurait pu payer le 3 000 $ par mois. Mais je pense que mais on aurait fait ça pendant longtemps, ça aurait été... 3 ans plus tard, on serait encore en train de payer ce montant-là. Hein. Exact. Mais 3 ans, 5 ans. Oui, 5 ans, parce que si tu prends... Parce que, exact. Donc ça, c'est quand même assez compliqué. C'est vraiment compliqué. Et sans compter tout ce qui est taxes. Qu'est-ce que tu en penses? Ça, je pense que... Il y a une surtout la taxe de bienvenue. Il y a quelque chose dans le financement, c'est que certaines personnes, tu peux ne pas avoir tes frais de démarrage, tes taxes de bienvenue, ta taxe municipale. Fait que tu l'as pas dans ta mise de fonds. Les frais de démarrage, c'est taxes de... taxe de bienvenue. Taxe de bienvenue avec tous les frais, par exemple, les frais notaires et tout ça. Tu peux ne pas l'avoir, cet argent, et on va le mettre comme dette parce qu'on sait que, par exemple, tu as une marge de crédit, une carte de crédit, que tu vas prendre cet argent-là, on augmente ton taux d'endettement, mais on sait que tu vas emprunter cet argent-là pour pouvoir financer les frais de démarrage. Mais tu te rends compte que dans la vraie vie, tu vas devoir emprunter cet argent-là pour payer les taxes de bienvenue, taxes municipales. Fait que tu commences dans la vie avec une maison que tu aimes, que tu dois maintenant avoir des charges hypothécaires, plus les taxes municipales, plus les taxes scolaires, plus toutes les assurances qu'on oublie souvent, tout ça. Et là, maintenant, tu as encore une dette de taxes de bienvenue. Tu viens de traîner pendant longtemps. Oui, tu peux le faire, mais est-ce que c'est la meilleure chose à faire? Le seul moment où je vois que c'est intéressant, c'est quand tu sais que tu vas avoir un gros montant qui va venir. C'est juste que tu n'y as pas accès tout de suite. Mais si tu l'empruntes, c'est que tu viens d'augmenter ta dette d'hypothèque et que chaque mois, tu vas devoir le payer. Exact. C'est tout du stress qu'on se met. Je pense que c'est parce qu'on veut quelque chose de bien, on se met ce stress, puis on se rend pas compte que le stress, c'est la pire chose pour ta santé, là. C'est une chose qui peut facilement te tuer. Donc, et on n'est même pas capable de déceler ça. Fait que c'est un stress qu'on se met que je pense que c'est la pire chose à faire. Exact. Puis, bon, certes, on parle depuis tout à l'heure de tout ce qui est mauvais et tout. Puis, moi, il y a un point, ça n'a rien à voir, c'est autre chose. On sort du côté, on va dire, du chemin traditionnel des hypothèques. Mais les gens qui vont, par exemple, ils ne sont pas qualifiés au niveau de la banque et qui vont aller chercher un prêteur privé ou quoi que ce soit pour financer leur maison. Ça, pour moi, parce que là, un prêteur privé, tu vas pas payer de capital, tu vas payer juste les intérêts. Puis, pour sortir du prêteur privé, il faut payer la totalité du prêt que tu as pris auprès du prêteur privé, du coup. Ça, c'est le pire parce qu'on en a vu aussi. Oui, enfin, tu en as plus vu, j'en connais autour de moi aussi. Mais des gens qui se disent... Sortir d'un prêteur privé, c'est pas ça. Exact. Parce qu'il faut tellement de choses, c'est que souvent... Mais sortir d'un prêteur privé... Un prêteur privé, c'est pas mal, c'est bien. Oui, c'est bien. Quand tu investis, mais quand c'est ta maison, ta résidence principale, ta maison de rêve, et que tu as acheté cette maison avec un prêteur privé parce que la banque ne pouvait ou ne voulait pas te financer, là, tu te retrouves vraiment dans une situation compliquée. Oui, en fait, tu te mets vraiment on the edge où il risque de te prendre la maison pour de vrai. Mais là, ça c'est pire. Ouais? Ça, c'est pire. C'est tellement pire. On a dit que ça te touche. Oui, parce que l'affaire, c'est que pour enlever un prêteur privé... Il faut payer la totalité. Oui, mais pour payer la totalité, il faut que tu te qualifies auprès de cette même banque qui t'a dit non. Par la suite. Donc, il faut que ta situation financière change pour pouvoir te requalifier avec la banque et que la banque accepte de payer ton prêteur privé. Donc, si premièrement, tu t'es pas qualifié par rapport à la banque a dit non, est-ce qu'un an plus tard, il va dire oui? Est-ce que tu vas avoir une augmentation de salariale qui te permet maintenant de faire? Est-ce que tu vas avoir, en plus des échéances, que tu as payé ton prêteur privé assez d'argent pour payer tes dettes parce que ton taux d'endettement était trop élevé pour pouvoir te qualifier pour la banque? En fait, c'est tout ça que si tu rentres dans un prêteur privé et que tu n'as pas de porte de sortie, souvent en tant que courtier hypothécaire, on nous dit qu'il faut une porte de sortie pour ton client. En investissement, tout le temps, il faut toujours une porte de sortie. Parce que sinon, tu peux être pogné à payer juste... Parce que, bon, je ne sais pas si j'ai dit ça dans une des vidéos, mais mon père nous racontait une histoire que son client avait eu le temps de payer la totalité de la maison, de la valeur de la maison en prêteur privé, juste en intérêt, que actuellement il pouvait style pas rembourser son prêt. Fait que ça veut dire qu'il était pris avec, après avoir regardé pendant toutes ces années, il a payé le prêteur privé, et là il était en train de perdre la maison, malgré le fait qu'il avait déjà payé l'équivalent de la maison, de la valeur de la maison. Ouais. C'est bien, mais il faut vraiment ça. C'est pas ton premier achat, il faut que tu fasses ça. Ton premier achat, tu veux pas de stress. Il y a déjà assez de stress. Trouver un notaire, comprendre le système, comprendre les banques, comprendre tout ça. Pourquoi tu veux te mettre un stress de plus de dire j'ai pas assez d'argent, mais je veux cette maison, fait que je fais tout ce que je peux pour cette maison. Pour moi, c'est... Moi, en fait, ça me laisse en fait à dire que acheter sa première maison, ça serait
c'est beaucoup mieux d'acheter peut-être plus petit ou selon son budget. Parce que il y a rien. L'immobilier, il faut voir ça comme un projet de long terme. Ça ne veut pas dire que vous achetez un condo aujourd'hui ou que vous achetez une petite maison un peu plus loin ou quoi que ce soit. Que pendant 25 ans, vous êtes pogné là-dedans. Exact. Que vous n'allez pas pouvoir acheter par la suite ou soit refinancer ou vendre la maison. Ou en tout cas, il y a tellement de manières de pouvoir sortir d'une transaction et passer à une autre. Faut pas être bloqué là-dessus. Et c'est, en fait, j'essaie de dire ça à mes clients souvent. N'hésitez pas à acheter. La première étape, c'est de déjà avoir quelque chose. C'est déjà la première étape. La seconde étape, c'est que vous voyez si justement votre situation financière change ou si la première maison, le petit condo ou quoi que ce soit a pris de la valeur. Vous revendez, vous faites une plus-value libre d'impôts parce que c'est votre résidence principale souvent, à part si ça change. Et vous vous retrouvez avec une belle mise de fonds, peut-être un meilleur revenu, une meilleure situation financière. Et vous achetez quelque chose de largement mieux que le premier. Et peut-être que c'est pas la maison de rêve encore. Peut-être que vous passez vous upgrade, enfin, vous passez juste à une étape supérieure. Puis, petit à petit, graduellement, vous arrivez à ce que vous voulez réellement. Mais au moins, vous avez de l'expérience. Vous avez peut-être un meilleur patrimoine. Vous avez peut-être un peu plus d'argent de côté ou quoi que ce soit. Et puis, c'est ça, en fait. En tout cas, ça, c'est quelque chose que, pour nous, on n'est pas encore dans notre maison de rêve. Tu sais, non, non, rien de là. Et c'est correct. Même si on a des actifs ou quoi que ce soit, on sait qu'on n'a pas encore notre maison de rêve. On regarde les maisons des gens, des fois on dit oui, on aimerait, oui, on est content pour tout le monde. Bien sûr. Mais actuellement, on ne peut pas. Puis on va pas se le cacher. On va y arriver. On va avoir notre maison qu'on aime vraiment. On s'est dit. Mais on ne veut pas se mettre dans un stress financier à cause d'une maison. En tout cas, nous, c'est notre façon de voir les choses. On préfère en fait vraiment peut-être créer du patrimoine, continuer à investir, aider autour de nous, avancer et tout, apprendre énormément. On a beaucoup à apprendre. Puis viendra le moment où on va dire qu'on est prêt. On va acheter la maison de Bill Gates, de Jay-Z, j'en sais rien. Pourquoi pas? Mais oui, mais pour le moment, c'est ça. Nous, en fait, c'est notre vision des choses. Je sais pas comment vous voyez les choses. Est-ce que vous vivez dans votre maison de rêve actuellement? Exact. Dites-nous dans les commentaires, on a hâte de vous lire. Je veux voir ça. Bien sûr. Ce serait vraiment... Et surtout, vous pouvez raconter aussi votre histoire. Puis, moi, j'aimerais ça. On reçoit pas assez d'emails de personnes qui peut-être racontent leur histoire et tout. Puis, si, ça serait cool. Je pense que dans la description, on a laissé un email. Honnêtement, il y a personne d'autre que nous qui lisons. Donc, si vous pouvez partager vos idées ou même des idées de vidéos, quoi que ce soit, ou votre expérience personnelle, ça nous ferait plaisir, en fait, de pouvoir lire et de pouvoir répondre. Exact. En tout cas, une chose que moi, je fais toujours avec mes clients, lorsque je fais la capacité d'achat, on ne s'arrête pas là. T'sais, on regarde aussi le bureau de crédit, s'il y a des choses qu'il faut changer, s'il y a des choses qu'il faut payer pour justement avoir un meilleur achat, une meilleure idée. Puis aussi, savoir c'est quoi les paiements mensuels, les paiements hypothécaires avec toutes les autres charges et tout. Que ce soit chauffage, que ce soit taxe municipale, taxe scolaire. Il y a les aussi... frais de condo, quoi que ce soit. Oui, les frais de condo, s'il y en a. Donc, toutes les dépenses qui viennent. Donc, on regarde ça ensemble. Donc, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi. On regarde ça ensemble. Puis, si c'est nous deux, je vais directement vous dire, allez, Audrey, c'est bon, on peut y aller. On va chercher une maison pour vous. Une maison de rêve. Non, Finalement, dernière annonce, guys. Donc, on organise un événement pour tous ceux qui sont à Montréal, qui souhaitent se marier, qui pensent à se marier, ils veulent juste avoir plus d'informations sur se marier. On organise un événement, ça s'appelle Se marier sans stress ni dette. Parce que vous savez, pour nous, c'est important de... Pas stresser, ni d'avoir de dette. Il y a assez de stress dans cette vie-là. Fait que vous avez déjà mon avis, mais il va y avoir différents avis par rapport au mariage et tout ça. Il y aura des panélistes. Des panélistes, une organisatrice d'événements. On a une personne qui va parler de points pour les voyages. La lune de miel, il faut y penser. C'est pas seulement la journée. Gratuit, parce qu'on aime ça, les choses gratuites. Exact. Donc, il va nous expliquer comment voyager, avoir des stratégies avec des points, des cartes de crédit ou quoi que ce soit, sans s'endetter, bien sûr. Exact. Et voyager pour sa lune de miel. Exact. Il va y avoir des témoignages, des choses comme ça. Ça va être vraiment bien. Un moment pour se détendre. En plus, on voulait que ce soit abordable. Donc, je sais que beaucoup les femmes ils vont venir. On veut que vous venez à 2 ou à 3 avec tous vos amis et tout. Fait qu'on a un tarif pour les petits groupes, donc 2 personnes. Et si vous voulez être 4, vous allez quand même avoir un bon rabais. Donc, on vous invite et on a hâte de vous voir, de vous rencontrer. Donc, likez la vidéo et abonnez-vous. Et on vous voit dans la prochaine vidéo. Bye.